Bienvenue sur Pluma News, l'émission des lités curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction, spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous allons nous concentrer sur un aspect de l'écriture qui est souvent oublié, la dimension mentale et émotionnelle. Ce n'est plus un secret, le manga, en plus d'être un véritable phénomène culturel, connaît un succès de plus en plus grand à l'international. Seulement, ce succès s'accompagne de son lot de problèmes, notamment celui du piratage. En effet, la société Muso sonne l'alerte. Lors du premier trimestre 2022, l'affluence sur les sites pirates est de 29% supérieure à l'affluence du premier trimestre 2021, et la catégorie édition, qui comprend les romans, les mangas, les magazines, etc., subit une augmentation de fréquentation de plus de 58%. Des chiffres qui, selon divers organismes, ne pourraient faire qu'augmenter dans les années à venir. La maison Nathan se diversifie et inaugurera dès le 25 août deux nouvelles collections. La première, Mini-Bulle, proposera des bandes dessinées sans bulles et sans texte pour les 3 ans et plus. La deuxième, les Dingo Docu BD, permettront aux lecteurs de 8 ans et plus de se plonger dans des docu-fictions diverses et variées. En 2011, Apple, grâce à sa nouvelle fonctionnalité achat intégrée à l'application, était en droit de ponctionner à la source les applications elles-mêmes. Si vous achetiez un livre via l'application Kindle d'Amazon, Apple prélevait une partie de la vente qu'a réalisée sur une application dans son environnement. Maintenant, par habitude et pour détourner ce système, les utilisateurs achètent leurs livres numériques sur le site d'Amazon directement avant de synchroniser leur bibliothèque numérique. Eh bien, en 2022, exactement la même situation se pose, non pas à cause d'Apple, mais à cause de Google cette fois-ci, qui a changé sa politique de facturation. Reste à savoir maintenant si cette mise à jour de ce système de facturation engendrera les mêmes problématiques pour les consommateurs. Marvel et DC perdent un de leurs dessinateurs emblématiques. George Pérez s'en est allé à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer du pancréas. George Pérez avait débuté chez Marvel dans les années 70 et avait notamment travaillé sur les Avengers et les 4 Fantastiques. Lorsqu'il s'est rapproché de DC dans les années 80, il est celui qui permet à la firme Wonder Woman d'être relancée. L'application de lecture en ligne Nextory a un nouveau partenaire, Decathlon. Le but de Nextory est d'implanter la lecture dans le quotidien des Français. Bientôt, il vous sera possible de lire pendant votre session sur votre tapis de course. Mayon Kejriwal, directeur de recherche à l'Institut des sciences de l'information de la Viterbi School of Engineering à l'Université de Californie, vient de publier les résultats de ses derniers travaux. Le chercheur, grâce à une IA, a, ni plus ni moins, grâce à un corpus de 3000 livres, analysé de manière quantitative la représentation des personnages féminins dans les romans, afin d'analyser les possibles biais et préjugés sexistes présents dans la littérature. Le constat est inquiétant. Il y a 4 fois plus de personnages masculins que féminins. De plus, les personnages masculins sont souvent décrits avec des mots tels que autorité, pouvoir, force ou politique, tandis que les personnages féminins sont targués de faibles, jolis et parfois même stupides. Il y a encore du chemin à faire. Cette semaine, ce sont 5 titres tirés de la littérature de l'imaginaire qui se font une place dans la sélection. Dès le 11 mai, vous pourrez retrouver le second tome de la saga Cursebreaker de Brigitte Kemmerer en librairie. Publié par les éditions Rajo, un cœur si loyal et solitaire pourra enfin rencontrer ses lecteurs avides de connaître la suite de cette aventure. Toujours le 11 mai, c'est le premier tome de la saga fantasy Le Tribut des Dieux, Octava de Blueane Guilou, qui paraît chez les éditions Hachette. Dans cet univers où les dieux, mortels, doivent choisir un héritier pour prendre leur place, Octavia fait son entrée à l'Académie de magie avec une seule idée en tête, ressusciter sa famille. Elle est prête à tout, même à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain. Entre mensonges et complots, Octavia se retrouve plongée dans un maelstrom fait d'enjeux qui la dépassent complètement. Le 12 mai, cette fois-ci, c'est La Princesse sans visage, le premier tome de la saga Les Royaumes immobiles, signé Ariel Holz aux éditions Slalom, qui se fait une place dans cette sélection. Un trône, 7 prétendantes. Ivy est propulsée dans cet univers fait de manigances et de mensonges. Son seul but, survivre. Sortons un peu de l'imaginaire pour aller vers la romance avec le très attendu deuxième tome de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Benjamin Alire-Sáenz nous propulse de nouveau près de ce couple gay qui a tant fait vibrer la communauté littéraire en 2015. Entre un monde qui renie leurs différences et des situations familiales parfois complexes, c'est une véritable ode à l'amour qui se dessine dans ces pages.
Ce titre sera également disponible dès le 12 mai et est proposé par PKJ. Enfin, le 13 mai, c'est Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix aux éditions Léa qui sera disponible en librairie. Dans le Londres des années 80, Suzanne est à la recherche de son père. Dans sa quête, elle sera accompagnée de Merlin et de Viviane, deux libraires mais aussi deux mages garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Suzanne parviendra-t-elle à retrouver son père? Passons maintenant à notre dossier. Quand on parle d'écriture, viennent tout de suite en tête les images des auteurs de génie capables d'écrire un best-seller en quelques semaines seulement, mais aussi l'image des auteurs torturés par leur création à la manière des poètes maudits. En dehors d'occulter complètement l'aspect technique qui entoure l'écriture, ces images invisibilisent aussi totalement un des éléments fondamentaux de la création, l'aspect mental. L'écriture n'échappe pas à ce pilier. Outre les compétences rédactionnelles et un petit quelque chose du hasard et de la fortune, ce qui fait bien souvent la différence entre les créateurs, ce sont ces questions qui touchent justement à l'aspect le plus mental et émotionnel de la création. Dans cet épisode, nous vous proposons de toucher du doigt cet aspect fondamental dans le processus créatif qu'est le mental. Les croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Une croyance renvoie à ce en quoi l'on croit. Cette croyance est dite limitante lorsqu'elle vient freiner votre épanouissement, qu'il soit émotionnel, psychologique, physique ou même professionnel. Bien souvent, nos croyances, limitantes ou non, prennent leur source dans notre éducation, mais aussi dans notre milieu socio-économico-culturel. Ainsi, chaque individu grandit avec un système de croyances qui lui est propre, plus ou moins influencé, et qui va pouvoir le guider ou le freiner dans sa vie. Ces croyances sont présentes dans tous les domaines du cercle privé ou public, en passant par le professionnel et l'artistique. C'est donc tout naturel que certaines croyances viennent toucher notre fibre créatrice. Dans le domaine de l'écriture, ces croyances limitantes sont souvent le fruit de préjugés concernant l'acte d'écrire. On peut nommer comme croyance limitante dans le domaine de l'écriture: je ne peux pas écrire, je fais trop de fautes d'orthographe. Je ne peux pas écrire, je n'ai pas assez d'imagination, je ne saurais pas quoi raconter. Je n'aime pas lire, alors je ne peux pas écrire. Si je n'arrive pas à écrire ce roman en 2 mois, c'est que l'écriture, c'est pas fait pour moi. La liste peut être encore très longue et très handicapante. L'engagement émotionnel. Lors du festival de Montreuil en 2007, l'auteur Pierre Bottero, figure emblématique de la littérature jeunesse de l'imaginaire en France, répondait aux questions du webzine elbakin.net. À la fin de cette interview, l'auteur donnait comme conseil aux aspirants écrivains une écriture vraie, sans complaisance. Une écriture qui vient des tripes, qui offre l'univers qui s'est déployé dans sa tête et dans son cœur. Une écriture et un univers qui doivent la combler si parfaitement que tout ce qui adviendra ensuite ne sera que du bonus. Publication, lectorat, succès. Le 10 mai, pour SF Mag cette fois-ci, l'auteur conseillait « Il faut écrire avec ses tripes ». Et en écriture, c'est bien de ça qu'il est question, de nos tripes. On ne peut renier que l'écriture est aussi un exercice d'organisation, un exercice très mental. Tout comme on ne peut renier que l'écriture est par définition une chose extrêmement viscérale et chargée émotionnellement parlant. Pourquoi ? L'écriture est une activité extrêmement personnelle, privée, voire même intime. Écrire, c'est livrer une partie de soi, un ressentiment, une émotion, une vision de la vie, une vision des mots, une vision de la langue. Cet aspect intime est d'autant plus fort lorsqu'il s'agit de littérature, lorsqu'on dévoile une partie de nos réflexions, mais surtout de notre univers intérieur. C'est pour cela qu'il est si difficile pour les auteurs, amateurs comme professionnels, de faire lire leurs textes. Pour beaucoup, juger un texte, c'est juger l'auteur qui l'a créé. Et cela, c'est sans compter sur les émotions engagées lors de l'acte d'écriture. La frustration face à des recherches ou face à des mots qui ne veulent pas venir, le découragement face à la page blanche, la joie de sentir les mots couler comme une rivière le printemps revenu, le déchirement lorsque l'on se voit, pour le bien de l'intrigue, forcé de tuer un de ses personnages préférés. Écriture et émotion ne font qu'un. Avec les émotions et les croyances limitantes viennent les doutes et la perte de confiance en soi. Mon texte n'est pas assez original, mon idée est trop nulle, je ne vais jamais y arriver. Dans le processus créatif, le doute et l'échec sont normaux, et même plus, nécessaires. Malheureusement, sans un minimum de préparation à ces éléments plus négatifs, le processus créatif peut complètement se retrouver paralysé, voire même détruit. Dans ce cas, comment faire en sorte de préparer son mental à l'activité qu'est l'écriture ? Exactement de la même manière qu'on se prépare pour un entretien d'embauche, pour faire du sport ou pour apprendre quelque chose. Cultiver un état d'esprit, un mindset, qui se trouve au croisement de vos croyances personnelles, de vos ambitions et de la bienveillance. Un mindset bienveillant et efficace. Pourquoi essayer de comprendre et d'optimiser son état d'esprit en tant que personne créative permettra à la fois d'être plus productif mais aussi plus sain dans sa production? Tout simplement parce que, à la manière d'un sportif se préparant pour une compétition, vous mettez vous et votre mental dans de bonnes conditions pour créer. Ce mindset n'est pas à considérer comme un objectif, un but fini,
mais comme une intention, un voyage au cœur de votre créativité. Cette destination se trouve au croisement entre vos croyances, vos ambitions et votre bienveillance. Vos croyances d'abord. Essayez d'identifier et de remplacer vos croyances limitantes par des croyances développantes, est déjà un premier pas vers une libération de votre créativité. Si je transforme les quelques exemples que j'ai donnés en début de dossier, je ne peux pas écrire je fais trop de fautes d'orthographe devient, même si je fais des fautes d'orthographe, cela n'enlève rien à la qualité de mes idées. Je ne peux pas écrire, je n'ai pas assez d'imagination, je ne saurais pas quoi raconter, devient, je développe mon imagination pas à pas. En fouillant, j'aurai toujours quelque chose à raconter. Rien n'est insignifiant. Je n'aime pas lire, alors je ne peux pas écrire, se transforme en je n'ai pas besoin d'aimer lire pour raconter les histoires que j'ai en tête. Si je n'arrive pas à écrire ce roman en 2 mois, c'est que l'écriture ce n'est pas fait pour moi. Enfin, se transforme en j'écris à mon rythme, celui des autres ne conditionne pas la qualité de ma création. Ces croyances limitantes, une fois déconstruites, vous permettront déjà de considérer l'écriture d'une manière bien plus sereine. Ensuite, vos ambitions. Il est important de déterminer vos motivations à écrire, mais aussi vos ambitions. Écrivez-vous par loisir? Est-ce votre métier? Voulez-vous tenter une publication ou simplement vous faire plaisir? Ces questions sont importantes dans le sens où elles peuvent venir conditionner vos habitudes créatives. Si vous souhaitez écrire un roman en 1 mois, comme le propose le défi du NaNoWriMo, vous n'allez pas avoir les mêmes habitudes que si vous souhaitez juste écrire quand ça vous passe par la tête par pur loisir. Déterminer ces ambitions et motivations vous permettra également de vous questionner sur votre pourquoi fondamental. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire cette histoire? À partir des réponses à cette question sur votre motivation et vos ambitions, vous pourrez potentiellement mettre en place un calendrier ou des habitudes d'écriture en accord avec vos objectifs. Enfin, la bienveillance. Avec toutes ces injonctions qui nous entourent et le positivisme toxique environnant depuis que les anciens mouvements et anciennes doctrines New Age sont revenus à la mode, on pourrait être tenté d'optimiser notre écriture au maximum pour produire un maximum en étant le plus heureux et épanoui possible, en méprisant totalement la réalité émotionnelle et les aléas inhérents à la création. Être bienveillant, c'est essayer de ne pas juger son écriture. Simplement écrire, essayer d'être le plus juste possible, d'écrire avec ses tripes. La réécriture, phase d'analyse et de réflexion, on les garde pour plus tard, on évite de les laisser s'imposer dans le processus en lui-même. Être bienveillant, c'est ne pas s'en vouloir d'avoir la page blanche, même si elle dure. Il y a des jours, des semaines, des mois, des moments où ça ne veut pas, où on n'est pas dans les bonnes dispositions pour écrire. Ça arrive et c'est ok. Le tout est d'essayer de comprendre pourquoi et par quoi on est bloqué. Être bienveillant, c'est aussi d'accepter qu'on ne peut pas être parfait, soit comme son écriture. Se dire que malgré toute l'expérience que l'on peut avoir, il nous reste encore beaucoup à apprendre. Vous l'aurez compris, l'aspect mental et émotionnel dans l'écriture n'est pas à négliger si on souhaite avoir une création à la fois épanouissante et authentique. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné et guidé lors de votre processus créatif, que ce soit grâce à un coaching ou à des alpha lectures, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Scribe Impact Rédaction et de Pluma Vitae. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine!